Notre film commence à Hawaï, au milieu de l'océan Pacifique. Une île a priori loin de tout, mais victime elle aussi de ce fléau du XXIe siècle. Le plastique. Une pollution qui défigure les plages et qui menace les espèces animales, même celles qui semblent a priori hors d'atteinte. Dans ce laboratoire au nord de l'archipel, les scientifiques étudient les animaux marins. Pas le plastique. Quoique... Je ne sais pas à quoi ça sert, mais c'est clairement du plastique. Jessica Perelman est biologiste. À force de trouver du plastique dans le ventre des poissons, elle a commencé une collection très spéciale. De temps en temps, on trouve des sacs entiers. Celui-ci était tout chiffonné quand je l'ai trouvé dans l'estomac. Je n'avais aucune idée de ce que c'était jusqu'à ce que je le déplie. Et vous avez réagi comment quand vous avez trouvé ça dans l'estomac? J'étais sous le choc. J'ai commencé à prendre des photos, à le mesurer, à le montrer à tout le monde dans le laboratoire. On était choqués de voir que ces poissons mangeaient vraiment ça. C'est difficile à imaginer, mais ce plastique, la scientifique l'a trouvé dans ce genre de spécimen. Le poisson lancette. Une surprise pour la jeune chercheuse qui ne s'attendait absolument pas à cela quand elle a commencé ses travaux sur cette espèce. Ces poissons vivent jusqu'à 1400 mètres sous l'eau. Et clairement, ils sont en contact avec du plastique. Ça signifie que le plastique est un problème beaucoup plus grave que ce qu'on pensait. Car même en nageant dans de telles profondeurs, il arrive aux poissons lancettes d'ingurgiter des objets du quotidien. De temps en temps, il nous arrive de trouver le nom d'une marque, comme cette bouteille d'eau, Dasani. C'est quoi? Ça, c'est une étiquette de bouteille d'eau, une bouteille de Dasani, qu'on a trouvée dans l'intestin d'un poisson. Dasani, c'est une marque connue? Oui, Dasani, c'est une marque d'eau très connue. C'est vrai que trouver des indices comme ça dans un estomac nous permet d'identifier tout de suite l'origine du produit. Il ne faut jamais se fier aux apparences. Dasani, c'est bien plus que de l'eau en bouteille. En fait, Dasani est l'une des marques d'eau les plus vendues dans le monde. Et si vous ne connaissez pas Dasani, vous connaissez forcément le nom du groupe qui est derrière. La Coca-Cola Company. Tout le monde connaît Coca-Cola. Mais tout le monde ne sait pas forcément que le groupe détient des dizaines de marques. Dasani donc, c'est Coca. Sprite aussi. Minute Maid. Powerade. Sans oublier Fanta, l'une des marques phares de l'entreprise. Le groupe vend chaque année plus de 120 milliards de bouteilles dans le monde, soit pratiquement 4000 bouteilles chaque seconde. Une production de masse qui engendre une pollution de masse. Alors, en janvier 2018, la multinationale a fait une annonce choc. D'ici 2030, la marque nous promet un monde sans déchets. Et c'est le grand patron de la Coca-Cola Company lui-même, James Quincey, qui s'y engage. Il faut créer une économie circulaire, c'est complètement faisable. Un monde sans déchets grâce au recyclage à l'infini du plastique. Que valent les promesses de la multinationale? Le recyclage peut-il faire disparaître le problème? Alors que le plastique est devenu un désastre mondial, nous avons enquêté sur les promesses de la firme et découvert une stratégie secrète
aux antipodes des beaux discours. On a l'impression que vous jouez double jeu. C'est pas un double jeu si ça ne reflète pas notre politique aujourd'hui. Depuis des décennies, la multinationale est consciente des dégâts que peuvent causer ces bouteilles en plastique. Mais elle a toujours refusé d'en assumer la responsabilité. Pourquoi? Mais parce qu'au final, ça leur coûte de l'argent. Loin du siège américain du géant du soda, en Afrique, vous allez découvrir le véritable visage de cette économie du recyclage, vantée par Coca. Je fais ça pour gagner un peu d'argent. Mais ne croyez pas qu'on puisse vivre avec ça. Allez, un dernier verre pour la route. Bienvenue dans le monde merveilleux des promesses en plastique de la Coca-Cola Company. Coca-Cola et le plastique, c'est une vieille histoire. C'est surtout une histoire pleine de surprises. Pour vous la raconter, nous sommes allés aux États-Unis, rencontrer un homme qui en connaît les moindres détails. Il vit dans cette petite maison en Virginie. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Enchantée, Sandrine. Bienvenue en Virginie. C'est pas simple à trouver. Je sais. J'espère que vous avez fait bonne route. Entrez, entrez. Bart Elmore est historien. Il est surtout l'auteur d'un livre sur Coca-Cola. Un best-seller qui retrace toute la stratégie de la multinationale en matière d'environnement. Surtout depuis les années 60, quand le plastique commence à révolutionner la société de consommation. À l'époque, on voit apparaître d'énormes amas de déchets dans tout le pays. Coca-Cola a essayé de réagir. Ils se sont dit, on commence à être pointé du doigt à cause de nos canettes en aluminium et bientôt des bouteilles en plastique. On fait quoi? Et la solution qu'ils ont trouvée, c'était de rejoindre une association appelée Keep America Beautiful. Quand vous entendez Keep America Beautiful, vous vous dites, ça doit être une ONG créée par une bande de hippies écolos. C'est ce que je pensais. En plus, c'est une organisation connue. Vous la voyez partout aux États-Unis. Mais étonnamment, c'est en fait une création du lobby des boissons et de l'emballage. L'idée, c'était de dire, faisons croire aux consommateurs que c'est lui le problème. On ne peut pas en vouloir aux entreprises pour tous ces déchets dans la nature. Et c'est avec cet Indien, tout droit sorti d'un vieux western, que Keep America Beautiful réussit son plus beau coup. Certaines personnes ont un profond respect pour ce qui fut la beauté naturelle de ce pays. Et à un moment, vous voyez ce gars qui jette ses emballages par la fenêtre de sa voiture. Tout ça se retrouve sur les pieds de l'acteur qui jouait l'Indien. Et là, un caméraman de génie remonte la caméra vers le visage de l'Indien et on voit cette larme. Et on entend ce slogan. Les gens sont responsables de la pollution, à eux d'y mettre fin. Les gens sont responsables de la pollution. Les gens peuvent y mettre fin. C'est ça le message. Les consommateurs sont le problème, pas les industriels, les consommateurs. Depuis le succès américain de cette publicité dans les années 70, Keep America Beautiful a essaimé. Des organisations dans le monde entier, conçues exactement sur le même modèle, et toujours soutenues par la firme au logo rouge et blanc. Pour comprendre comment Coca-Cola recycle sa bonne vieille stratégie de culpabilisation du consommateur, il faut se rendre à Versailles. Pas pour le château, mais pour un événement qui se tient à la mairie. Une réunion, tout ce qu'il y a de plus sérieux, avec des élus venus de toute l'Europe. Ils sont là pour parler de propreté dans leur ville. Et c'est du concret.
Ça discute par exemple de la couleur des poubelles de rue. L'Allemagne avait peint ses corbeilles en orange fluo. Tout le simple fait d'avoir rendu les corbeilles visibles avait permis une meilleure utilisation. Pour clore les échanges, l'invité d'honneur doit prendre la parole. C'est le directeur de Keep Scotland Beautiful. Une association en partie financée par Coca-Cola, comme Keep America Beautiful. Et apparemment, il est amateur de soda, Derek Robertson. Tendez bien l'oreille, certains lapsus se passent de commentaires. J'ai l'immense honneur de travailler pour une structure en Écosse et aussi au niveau européen. Une structure qui se fout complètement... Pardon, j'allais dire qui se fout, mais c'est pas ça du tout. Une structure qui fait attention, c'est ça, nous faisons attention. Nous voulons que les gens réfléchissent à leurs responsabilités personnelles. Pointer la responsabilité individuelle plutôt que celle des entreprises. Depuis la publicité de l'Indien qui pleure, rien n'a changé. J'ai vu que vous buviez du Coca-Cola tout à l'heure. Vous ne pensez pas que le plastique à usage unique soit un problème aujourd'hui ? Le plastique et les emballages en plastique sont très utiles dans notre société, il faut en être conscient. Les emballages en plastique sont ingénieux, ils sont très pratiques et ils répondent à un besoin. Encore une fois, le problème des déchets, c'est celui des individus. Prenez Coca-Cola, par exemple. Ils veulent collecter leurs bouteilles, ils veulent recycler leur plastique pour le réutiliser. Ce qu'on ne veut pas, c'est que ces emballages se retrouvent dans la nature. Pour ce patron d'une association qui dit lutter contre la pollution, Coca-Cola est donc l'exemple à suivre. Mais assume-t-il être financé par la multinationale américaine? Nous lui posons la question quelques minutes plus tard. Qui finance votre association? Personne. Personne? Où est-ce que vous voulez en venir? Nulle part. Je vous pose simplement des questions légitimes de journaliste. Ok, donc ce que je fais en Écosse pour mon association, c'est mon boulot à temps plein, ok? Je m'y consacre à plein temps, ok? Tout le reste, c'est du bénévolat. En posant la question du financement, nous avons mis le doigt sur un sujet sensible, le conflit d'intérêts. Vous parlez de conflit d'intérêts, vous pensez qu'il y en a un? Non, mais vous essayez de faire croire qu'il y a un conflit d'intérêts. Pour vous, il n'y en a pas? Non. Qui sont vos sponsors? Nous n'avons pas de sponsors. Je vais vous expliquer comment ça marche. C'est un secret? Non, non, non. Regardez nos comptes, si vous voulez. Donc qui sont-ils? Nous n'avons pas de sponsors. Nous travaillons en partenariat étroit avec le gouvernement et certaines villes. Et des entreprises? Certaines entreprises, oui. Comme? Vous voulez vraiment la liste? Parce qu'il y en a un paquet. Coca-Cola, H&M, McDonald's, Riley's, Starbucks. Beaucoup de grandes marques connues. Il a fallu insister. Depuis les années 60 en tout cas, Coca-Cola a montré la voie aux autres multinationales. Et si le géant du soda avait décidé de changer? Il y a quelques mois, en lançant son programme pour un monde sans déchets, l'entreprise a annoncé des mesures très ambitieuses pour résoudre le problème de la pollution plastique. Pour Coca-Cola, la solution, c'est le recyclage. Le principe est simple, collecter les vieilles bouteilles pour en faire de nouvelles. Coca-Cola s'engage ainsi à mettre 50% de plastique recyclé dans ses bouteilles d'ici 2030. Et ça, à l'échelle du monde entier. C'est un modèle pour la Chine, pour le monde entier. Il faut tout faire pour favoriser le recyclage. Évidemment, ce serait une bonne nouvelle. Mais avec ce que nous avons appris sur les stratégies de l'entreprise, nous avons voulu vérifier s'ils avaient l'habitude de tenir leurs promesses. Fabriquer des bouteilles avec du plastique recyclé, l'entreprise américaine le promet depuis des années. Prenez par exemple l'année 2008. Dans son rapport de développement durable, Coca-Cola annonçait vouloir mettre 25% de plastique recyclé dans toutes ses bouteilles, à l'horizon 2015. Dans le rapport de l'année 2015, nous avons donc longtemps cherché.
L'entreprise ne dit jamais si la promesse est tenue. Mais au bout d'un moment, nous finissons par trouver un chiffre, 12,4%. On pourrait d'abord croire que c'est le pourcentage de plastique recyclé utilisé par Coca. Mais en lisant attentivement, en fait, 12,4%, c'est le total du plastique recyclé et renouvelable. Le problème, c'est que plastique recyclé et renouvelable, ce n'est pas du tout la même chose. Pour décrypter le jargon du géant de la boisson, nous avons rendez-vous avec une ONG qui s'intéresse depuis longtemps au groupe Coca-Cola. Hélène Bourges est spécialiste de la pollution des océans. Elle va nous expliquer comment la multinationale joue avec les mots et les chiffres. Le plastique que Coca appelle renouvelable, c'est du plastique qui est produit à partir de végétaux, comme par exemple le maïs, amidon de maïs. Et d'ailleurs, le nom qu'ils ont trouvé, c'est Plant Bottle avec un petit logo vert, une petite feuille. Mais quel que soit le type de plastique, malheureusement, l'impact est le même. Le plastique renouvelable, c'est donc du plastique à base de plantes. Mais c'est du plastique quand même, et c'est aussi mauvais pour la planète. Voilà pour les mots. Parlons chiffres maintenant. Et donc, ça ne veut pas dire 12,4% de plastique recyclé? Non, ça ne veut pas dire ça. Et on a un document, en fait, des traces écrites de Coca qui nous explique, dans un échange de mails, que en fait, c'est uniquement 7% de plastique recyclé contenu en moyenne dans les bouteilles au niveau mondial. Et sachant que l'objectif en 2015 était 25%. Nous en sommes donc très loin. Les engagements de Coca sur le recyclage, pour l'ONG, c'est d'abord du marketing pour vous faire avaler toujours plus de soda sous plastique. Ces entreprises-là, qui utilisent énormément de plastique, elles trouvent dans le recyclage la solution qu'elles peuvent vendre à l'opinion publique. Mais le problème, c'est que le recyclage, c'est pas toute la solution. Là, on a atteint un niveau de production de plastique qui est tel que le recyclage ne permettra pas de tout reprendre et tout transformer et recréer 100%. Ça n'existe pas. Les petits arrangements de Coca-Cola avec les chiffres, c'est regrettable, mais ce n'est pas le pire. Le pire, nous l'avons trouvé dans cette enveloppe, avec des dizaines de mails et de dossiers internes à Coca-Cola. Des documents qui auraient dû rester confidentiels, mais qui ont été diffusés anonymement sur Internet il y a quelques mois. Nous avons tout épluché et nous sommes vraiment très loin du joli slogan pour un monde sans déchets. Dans la masse d'informations, cette note a retenu notre attention. Elle date de 2016 et elle est signée de la responsable du lobbying de Coca-Cola à Bruxelles. Les petits points, ce sont toutes les mesures qui pourraient être adoptées par l'Europe et qui dérangent les intérêts de Coca. On y retrouve pêle-mêle la tarification du carbone, les restrictions sur l'usage de la caféine ou l'interdiction de la publicité pour les moins de 12 ans. Bref, tout ce qui pourrait faire baisser le chiffre d'affaires de l'entreprise. À droite, il y a un cercle. Fight back. Ce sont toutes les mesures européennes contre lesquelles Coca-Cola a décidé de se battre en faisant du lobbying. Et dans ces mesures, que Coca-Cola refuse absolument, il y a l'augmentation des taux de collecte et de recyclage. Vous avez bien entendu. Coca-Cola veut se battre contre l'augmentation des taux de recyclage au niveau européen, alors qu'ils promettent exactement l'inverse dans leur discours. C'est d'un cynisme redoutable. Leur travail, c'est de maximiser leurs bénéfices, donc ils travaillent dans ce sens-là. C'est leur boulot. Toujours dans la catégorie des fight back, on découvre également que la firme veut se battre contre la consigne. Un système pourtant efficace pour lutter contre la pollution et que les plus anciens connaissent bien.
Quand une bouteille est consignée, au moment de l'acheter, vous payez votre boisson, 1 € par exemple, mais aussi un supplément, la consigne, disons 20 centimes en plus par bouteille. Au total, ça vous coûte 1,20 €. Mais si vous rapportez la bouteille, on vous rembourse les 20 centimes. Et du coup, personne n'a intérêt à jeter sa bouteille. Le comble, c'est qu'au départ, la bouteille consignée, c'est quasiment l'invention de Coca-Cola. Dans les années 50, la bouteille de Coca n'est pas toujours fournie avec la pin-up. Mais en revanche, elle est toujours en verre et toujours consignée. Donc quand elles sont vides, les bouteilles repartent à l'usine, elles sont lavées et réutilisées. Cela fait beaucoup moins de déchets dans la nature. Le système fonctionne très bien, mais Coca décide d'y mettre fin et d'aller vers le plastique, sans tenir compte des recommandations d'un scientifique. Vous voulez savoir comment Coca a décidé d'enterrer la bouteille consignée? Cette histoire, la firme a toujours voulu l'étouffer. Mais nous avons retrouvé le seul homme qui peut nous la raconter. Aujourd'hui, il savoure discrètement sa retraite au fin fond du Michigan, aux États-Unis. Bonjour, je suis Sandrine Rigaud. Enchantée. Enchantée, merci de nous recevoir. Je vous en prie, entrez. Merci beaucoup. Ce monsieur s'appelle Arsène Darnay. Il a longtemps travaillé à l'Agence environnementale américaine. Il est aussi le premier ingénieur dans le monde à s'être intéressé à l'impact écologique des bouteilles de Coca-Cola. Celle-là ressemble pas mal aux premières bouteilles. Mais à mon époque, l'original était plus petite. La bouteille était translucide, avec des reflets verdâtres, en verre. L'époque dont parle Arsène Darnay, c'est le début des années 70. C'est à ce moment-là que la Coca-Cola Company commence à s'intéresser au plastique et le contact. Coca-Cola voulait savoir quel était le meilleur packaging du point de vue environnemental, si on prenait en compte tous les paramètres. L'ingénieur travaille plus d'1 année pour comparer l'impact environnemental des bouteilles en verre, des canettes en aluminium et des bouteilles en plastique. Il croise les données, fait des courbes, des calculs compliqués et finit par arriver à cette conclusion. Ce que montrent les données, c'est que la bouteille en verre réutilisable, à condition d'être réutilisée 15 fois, est la solution écologique par excellence. Au début des années 70, la Coca-Cola Company sait donc, grâce à ce rapport, que le verre consigné pollue beaucoup moins que le plastique. Mais la firme ne partagera jamais publiquement cette information. On a fait ce rapport à leur demande, mais ils ne l'ont jamais publié. Vous savez pourquoi? Ils n'avaient aucun intérêt à ce que les gens soient au courant. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient absolument pas que l'on sache quelle direction ils allaient prendre. Voici la nouvelle bouteille en plastique de 2 litres. Je les ai vus tout doucement passer au plastique. Votre nouvelle bouteille. En fait, je me souviens très précisément d'un jour. Je rentrais à la maison après avoir fait les courses et j'ai dit à ma femme Brigitte, ça y est, je t'avais dit qu'ils allaient passer au plastique, ils y vont. Et ce n'est que le début. Si légère, 10 bouteilles en plastique pèsent moins qu'une bouteille en verre. Avec cette publicité pour sa nouvelle bouteille en plastique diffusée en 1975, Coca-Cola enterre définitivement le rapport d'Arsène Darnay. C'est léger, c'est solide et facile à transporter. La firme américaine ne fera jamais machine arrière. Partout, Coca-Cola impose sa bouteille en plastique. Et elle n'est pas la seule à inonder le marché. C'est le raz-de-marée. Dès les années 80, le plastique défigure les plages. Et les premiers écolos manifestent contre la pollution. Certains États américains envisagent alors un retour forcé à la consigne.
Mais c'est mal connaître le pouvoir de la firme. Coca-Cola a toujours été l'un des acteurs les plus mobilisés contre toute forme de législation favorable à la consigne aux États-Unis. Quand vous lisez leurs publications internes, ça parle de tous les succès de Coca-Cola pour faire échouer la consigne. Ils se félicitaient toutes les semaines d'avoir réussi leur coup dans tel État et puis tel autre. Pourquoi étaient-ils si mobilisés contre le système de consigne, à votre avis? Mais parce qu'au final, ça leur coûte de l'argent. Quand vous y réfléchissez, en faisant payer un surplus pour l'emballage, vous responsabilisez les industriels. C'est un système efficace pour les obliger à gérer eux-mêmes leurs déchets. Récapitulons. Quand, devant les caméras, le PDG de Coca-Cola nous promet un monde sans déchets, en coulisses, la firme américaine fait ce qu'elle peut pour torpiller les alternatives au plastique, comme la bouteille consignée. Allez, arrivez, fichier 1. Après des mois de négociations avec la multinationale, nous avons rendez-vous au siège américain de Coca-Cola France pour une interview. Bonjour. Merci de nous recevoir. Bienvenue. On est ravis d'être ici. L'accueil est impeccable et le ton très cordial. On n'a pas bougé le mobilier, mais tout est amovible. Est-ce que vous voulez boire quelque chose? Mais question confiance, ce n'est pas gagné. On va filmer nos échanges. Bonjour. Bonjour. Comme on vous l'avait dit par email. D'accord. Donc c'est Archie qui s'en chargera. D'accord. Pour répondre à nos questions, le vice-président monde de l'entreprise, Michael Goldsman, a fait le déplacement depuis les États-Unis. Il travaille chez Coca-Cola depuis 21 ans. Bonjour. Il est responsable des questions environnementales. Bonjour. Et il est francophone. Vous allez bien? Merci infiniment. Vous êtes venu d'Atlanta exprès pour nous? Oui, je suis arrivé lundi. Ah, d'accord. Vous êtes là pour quelques jours à Paris? Oui. Interview donc en version française. Coca-Cola a lancé un programme pour un monde sans déchets en 2030. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'arriver à un monde sans déchets avec 4000 bouteilles en plastique vendues chaque seconde par le groupe Coca-Cola? Oui, on pense absolument que c'est possible. On se sent vraiment responsable de ce qui se passe. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut entraîner, créer une économie circulaire. Donc, nos emballages ont de la valeur, peuvent être réutilisés. Et si nous et d'autres industriels utilisent encore plus de matières recyclées pour refabriquer les bouteilles, ça va entraîner une économie circulaire. Quel est le pourcentage de plastique recyclé que Coca-Cola met dans ses bouteilles à l'échelle mondiale aujourd'hui? D'accord. À l'échelle mondiale, on a du travail à faire. On est à 7%. Dès 2008, le groupe Coca-Cola s'était engagé, je pense, et vous allez me le confirmer, à intégrer 25% de plastique recyclé en 2015. Donc là, on est en 2018, on est toujours très très loin du compte. Vous le dites vous-même, dans le monde, la proportion de plastique recyclé dans une bouteille, c'est 7%. Comment ça se fait? Pourquoi vous n'y êtes pas arrivé? Parce que c'était difficile et vous avez raison, on n'a pas atteint nos objectifs. On est conscient, on sait qu'on a de la marge pour améliorer notre performance. Mais avec cette nouvelle stratégie, on compte y arriver. Mais on est d'accord, vous êtes quand même loin du point d'arrivée. Je suis d'accord qu'on est loin, mais on a lancé cette stratégie en janvier, donc on est en juillet aujourd'hui. Donc Coca-Cola s'engage dans une vraie politique, en tout cas c'est ce que vous dites, depuis janvier 2018, c'est-à-dire depuis un peu plus de 6 mois. On a été impliqué dans les systèmes de collecte et de recyclage dans plein de pays. On a investi en France en 2012, donc c'est pas quelque chose qui est nouveau pour nous, mais oui, notre nouvelle stratégie a été lancée en janvier 2018. Est-ce que vous connaissez ce document? Oui. Alors, il date de 2016. Ce document, il est signé Sofia Chrysopoulou, c'est votre lobbyiste à Bruxelles. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en haut à droite, ici, donc, il y a un cercle que vous appelez Fight Back. En français, Fight Back, ça veut dire contre-attaquer. Parmi ces mesures, on lit quelque chose qui est très intéressant. Increased Recycling and Collection Targets. En français, l'augmentation des objectifs de collecte et de recyclage.
Expliquez-moi. Ce document ne reflète pas notre stratégie aujourd'hui. C'est un document Coca-Cola. C'est un vieux document, comme vous avez dit, qui date de 2016. Il n'est pas vieux, il a 2 ans. Notre nouvelle stratégie a été lancée en janvier et ce document ne reflète pas cette stratégie et ne reflète pas la politique aujourd'hui. Attendez, Monsieur Goldsman, vous m'avez dit il y a quelques minutes seulement, nous, la préoccupation du plastique, du recyclage, etc., c'est quelque chose qu'on a depuis longtemps. 2016, votre lobbyiste en chef à Bruxelles, face à l'Europe, dit très clairement que parmi les mesures à contre-attaquer, il y a l'augmentation des objectifs de collecte et de recyclage. Je vous ai dit que ce document ne représente pas notre politique aujourd'hui. C'est ça qui est important. C'est ce qu'on veut faire aujourd'hui. Attendez, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, vous étiez contre l'augmentation des objectifs de collecte. Est-ce qu'on va parler de ce qui s'est passé il y a 2 ans ou est-ce qu'on va parler de ce qu'on entend faire et on est en train de faire aujourd'hui pour créer un système qui va aider à collecter, réutiliser, travailler avec d'autres partenaires, d'assurer qu'on crée une économie circulaire. Pardonnez-moi, mais on a l'impression que vous jouez double jeu, très clairement. Parce que d'un côté, vous vous engagez pour une politique de recyclage dès 2008, donc bien avant 2016, et de l'autre, vos lobbyistes à Bruxelles se battent contre l'augmentation des objectifs de collecte et de recyclage en Europe. Ce document ne représente pas notre politique aujourd'hui. J'ai compris. Mais vous ne me répondez pas sur ce double jeu. C'est pas un double jeu si ça ne reflète pas notre politique aujourd'hui. Juste une question. Sofia Chrysopoulou, elle est toujours votre lobbyiste à Bruxelles? Oui. Ça veut dire qu'elle a refait son graphique, alors c'est plus le même aujourd'hui? Oui, c'est pas le même. Mais vous pouvez nous donner le nouveau graphique? Non, j'ai pas un graphique à vous donner. Toujours dans ce graphique, je suis désolée, hein, mais il est quand même important ce graphique parce que c'est un document interne à Coca-Cola. Dans la catégorie des mesures à combattre, il y a le terme EU Scheme for Deposit Systems. En français, ça veut dire un système de consignes. À l'époque, on soutenait pas les systèmes de consignes, mais aujourd'hui, on est prêt à les soutenir et justement, on participe dans plus de 40 systèmes. Donc là encore, vous avez changé d'avis? On a changé d'avis. D'accord. En 2 ans, vous avez changé radicalement. C'est-à-dire que là, vous disiez, il faut contre-attaquer en 2016. Et là, en 2018, vous dites, on est pour. Ça a été quoi le déclic? On est en communication avec des tierces parties tout le temps. On a des dialogues tout le temps et on réévalue régulièrement nos politiques. Et on a décidé que c'est le moment de vraiment investir. Et on a travaillé sur le terrain, on a des actions qui démontrent qu'on est sincère, on est convaincu qu'on peut le faire. D'un côté, vous me dites oui, on était sincère, mais on n'a pas réussi. Et puis voilà, et puis de l'autre côté, il y a ça. Et donc il y a votre stratégie, elle aurait dû rester secrète hein, d'ailleurs. Donc votre sincérité, si vous voulez, j'ai des doutes. On dirait qu'elle est à géométrie variable. Vous avez le droit d'avoir des doutes, mais je vous demande et je demande à votre public de regarder nos actions dès maintenant, de ce qu'on va faire, et ils peuvent juger si on est sincère ou pas. Avant d'en juger, nous vous proposons un voyage. Unforgettable Tanzania. Un voyage en Tanzanie. Un pays d'Afrique de l'Est réputé pour ses incroyables paysages. Ses plages immaculées et ses safaris, les meilleurs d'Afrique. Ce que ce film promotionnel ne précise pas en revanche, c'est que la Tanzanie, c'est aussi l'incroyable pays du Coca-Cola. Ici, on attend les bus en rouge et blanc. On longe des murs rouges et blancs et dans les jardins d'enfants, on se balance en rouge et blanc. À force de voir le logo partout, au bout d'un moment, on finit presque par ne plus le remarquer. La bonne nouvelle, c'est que le coca dans le pays, on le trouve encore dans des bouteilles en verre réutilisables. Mais c'est bientôt fini. Ce que la firme américaine fait en Tanzanie, c'est ce qu'elle a fait aux États-Unis il y a 50 ans. Elle enterre la bouteille en verre pour imposer le plastique. Ça se passe derrière ces murs,
l'une des 4 usines de Coca-Cola en Tanzanie. Notre guide, c'est James Malaba, le responsable de la nouvelle ligne de production. Une ligne qui ne fabrique que des bouteilles en plastique. Ce jour-là, ce sont des bouteilles de Fanta, l'une des nombreuses marques du groupe Coca-Cola. Tout est automatisé et les équipements sont flambant neufs. C'est derrière cette vitre qu'on remplit les bouteilles. Attention, c'est rapide. Il faut suivre la ligne jaune. Voici le compteur de Fanta Ananas. Et il y en a combien? Alors on en est à 86 340 bouteilles. Ça, c'est notre production en 2h30. 86 340 bouteilles en 2h30. C'est beaucoup de plastique. Nous avons fait les calculs, c'est 10 bouteilles à la seconde. Et il ne s'agit que d'une seule ligne de production dans une seule usine du pays. Il y a 5 ans, dans cette usine, on ne faisait que des bouteilles en verre. Mais le jour de notre visite, la ligne pour les bouteilles en verre est quasiment à l'arrêt. Les gens veulent de plus en plus de bouteilles à emporter. Pour ça, le plastique, c'est mieux. Il y a autre chose. Il faut quand même admettre que du point de vue esthétique, la bouteille en plastique, elle a de la gueule. L'esthétique peut-être, mais le choix du plastique, c'est surtout une question d'argent. Pour les bouteilles en verre, il faut gérer le retour de la bouteille. Mais pour moi, qui m'occupe du plastique, il n'y a pas de retour à gérer. Mon seul objectif, c'est que ce soit consommé. Ce que tient à préciser notre guide, c'est qu'en plus, le plastique ne serait même pas un problème pour l'environnement en Tanzanie. Il y a beaucoup de gens qui ramassent les bouteilles maintenant. Ça devient un business. 80% de nos bouteilles sont recyclées comme ça. Maintenant que la visite est terminée, nous allons enfin pouvoir vous faire découvrir l'inoubliable Tanzanie. Unforgettable Tanzania. Le fameux business du recyclage selon Coca-Cola, voilà ce que ça donne pour l'instant sur le terrain. Et pour les ramasseurs dont on nous a parlé, vous allez voir que le business du recyclage, c'est d'abord l'économie de la misère. Mata a 50 ans et 3 enfants qu'elle élève seule. Pour nourrir sa famille, elle ramasse le plastique sur la plage. Vous cherchez quoi comme plastique? Ce qui se vend le mieux, ce sont les bouteilles comme ça. Celles en plastique un peu dur. C'est toujours bien d'en trouver, mais je les mélange avec d'autres plastiques. Pour l'instant, je n'en ai pas encore ramassé beaucoup. Visiblement, en Tanzanie aussi, la marque Dasani est populaire. En travaillant 8 heures par jour, Mata peut ramasser jusqu'à 20 kilos de bouteilles. À 250 shillings le kilo, à peine 10 centimes d'euros, elle gagne donc moins de 2 euros. Et encore, les bons jours. Je fais ça pour gagner un peu d'argent. Mais ne croyez pas qu'on puisse vivre avec ça. Pourtant, j'y passe beaucoup de temps. Depuis quelques mois, c'est dur. Les prix ont beaucoup baissé. Pourquoi ça baisse? Parce qu'il y a trop de plastique. Trop de plastique et trop de Mata qui ramasse des bouteilles vides pour vivre mal.
voir le visage le plus insoutenable de cette économie sauvage du recyclage, il faut s'aventurer dans la plus grande décharge du pays, celle de Dar es Salaam, la capitale économique. À chaque fois qu'arrive un camion pour déverser ses déchets, c'est la même frénésie. Excusez-moi, vous cherchez quoi? On cherche des sacs en plastique, mais aussi des bouteilles en plastique, comme celle-là. Ce genre de bouteilles, c'est ce qu'on préfère. Ce sont des bouteilles propres, transparentes, en plastique dur. C'est le mieux, mais il faut chercher parce que ce n'est pas facile à trouver. Et puis, il faut accepter de creuser, à main nue, dans les poubelles des autres. Des fois, on se blesse avec du verre. Des fois, on se pique avec des seringues ou des aiguilles qui traînent. Regardez, un tesson de bouteille, et là, ce pansement. À 30 ans, Moiramu en a déjà passé 2 à fouiller les poubelles pour trouver du plastique. Largement assez pour comprendre que le business du recyclage n'obéit qu'à une seule loi ici, celle du plus fort. Nous sommes fatigués, mais nous sommes prisonniers du système. On nous impose des prix, et si l'un d'entre nous accepte, on est obligé de s'aligner. Allez, le temps de nettoyer le pare-brise, on vous emmène ailleurs. Chez ceux qui dictent leurs lois sur ce nouveau marché du plastique recyclé. On les trouve dans la banlieue de Dar es Salaam. Ce sont les entreprises qui achètent les bouteilles en plastique. Celle-là est la plus importante du pays. Avant d'entrer ici, nous n'aurions jamais pu imaginer filmer cela un jour. Une montagne de bouteilles vides en plastique qu'il faut gravir avec 70 kilos sur la tête. Devant cette montagne bleue sur fond bleu, et cet incessant va-et-vient de grimpeurs plus petits que leur fardeau, nous sommes d'abord presque fascinés. Puis nous discutons avec les ouvriers. Ici, le plus gros problème, c'est le soleil. Je vous promets, c'est le soleil. Vous n'imaginez pas à quel point ça peut être sale. Et nous devons ramasser ça à main nue. Au pied de la montagne, ces ouvrières procèdent à un dernier tri. Elles laissent de côté les bouteilles de couleur ou les sachets en plastique. Dans les grands sacs, elles mettent les bouteilles transparentes, celles qui passent ensuite dans ces machines pour être réduites en paillettes avant le recyclage. Ce plastique, l'entreprise l'expédiait vers la Chine, le plus gros acheteur de plastique à recycler dans le monde, jusqu'à très récemment. C'est ce que va nous expliquer la responsable du site. Hier, quand je discutais avec les ramasseurs, ils m'ont dit que les prix du plastique s'étaient effondrés. Pourquoi? Parce que la Chine ne voulait plus de nos bouteilles. Le marché était complètement fermé de septembre à février. Il n'y avait plus de marché. Et vous avez fait quoi? Vous avez arrêté d'acheter du plastique? Oh, on a continué à acheter, à acheter. Vous voyez la montagne?
Ça, c'est parce que vous ne pouviez plus vendre à la Chine? Oui. Ça s'est accumulé. Oui. En 2017, la Chine a annoncé qu'elle ne voulait plus être la poubelle du monde et qu'elle refusait d'importer le plastique usagé à partir de janvier 2018. Une décision qui a provoqué l'effondrement du marché du plastique recyclé. Un business précaire et une économie qui repose entièrement sur les plus fragiles. Retour au siège français de Coca-Cola, avec Michael Goltzman, le vice-président de l'entreprise. Je voudrais vous montrer quelques images d'un pays où on a tourné dernièrement. Alors, je vais vous montrer ces images-là. C'est la Tanzanie. Vous êtes déjà allé en Tanzanie? Oui. Donc vous y êtes allé pour le groupe Coca-Cola? Oui. Qu'est-ce que vous y avez fait? Qu'est-ce que vous y avez vu? Ces images plaisent à personne. Hein, et on n'est pas content de ce qu'on voit là non plus. Mais c'est justement la raison pour laquelle on lance cette nouvelle stratégie. Vous savez pourquoi on est allé tourner en Tanzanie? Non. Ben, je vais vous l'expliquer. Parce qu'il y a 6 ans, Coca-Cola ne vendait en Tanzanie aucune bouteille en plastique. Que des bouteilles en verre. Elles étaient consignées. Et aujourd'hui, les usines d'embouteillage de Coca-Cola en Tanzanie misent, mais alors très clairement, sur le plastique. Pourquoi avoir fait ce choix? Le consommateur, comme je vous ai déjà dit, il y a des avantages et des inconvénients pour tous les emballages. Le consommateur cherche aussi la portabilité du boisson. Donc si vous êtes passé du verre au plastique en Tanzanie, c'est de la faute du consommateur? Non, c'était notre choix pour répondre aux demandes des consommateurs, mais ça veut dire qu'on a aussi la responsabilité de mettre en place des systèmes, ce qu'on compte faire maintenant aujourd'hui pour assurer la collecte de ces bouteilles. Mais vous êtes passé du verre au plastique il y a 6 ans, pourquoi vous ne l'avez pas mis en place à ce moment-là, ce système de collecte du plastique? Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de le faire. Bah non, ce qui compte aussi, c'est que pendant 6 ans, vous ne l'avez pas fait. Vous êtes passé du verre au plastique sans prendre en compte tout le système de collecte et de recyclage qu'il fallait mettre en place. Aujourd'hui, on a une nouvelle stratégie et une nouvelle politique. On veut entraîner et créer cette économie circulaire. Vous parlez d'économie circulaire. Économie circulaire, hein, en gros, c'est le business du recyclage. Moi, j'avais envie de vous faire écouter quelques témoignages pour vous montrer à quoi ressemble ce business du recyclage en Tanzanie. Regardez. Je fais ça pour gagner un peu d'argent. Mais ne croyez pas qu'on puisse vivre avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez? On pense que nos emballages ont une valeur après avoir utilisé. Et si on investit à tirer la demande en utilisant plus de matières recyclées, ce n'est pas une question qu'il y a trop de plastique, il n'y a pas assez de demande. Donc, si nous, on tire la demande en utilisant plus de ces bouteilles en tant que matière recyclée, ça va aider, ça va créer cette économie. Mais attendez, ces gens vont se battre là pour récupérer des bouteilles, pour en tirer quelques centimes. C'est plus de l'économie circulaire, c'est l'économie de la misère. Ça, comme je vous ai dit, il faut mettre en place un système, une infrastructure où ces personnes vont avoir un vrai salaire pour pouvoir travailler dans le ramassage et la collecte des emballages. Moi, je comprends toujours pas pourquoi, quand vous êtes passé du verre au plastique en Tanzanie, vous n'avez pas mis en place l'économie du recyclage, parce que l'économie du recyclage, aujourd'hui, en Tanzanie, ça ressemble à ça. Un commentaire? Mon commentaire, c'est qu'ils ont besoin de plus de financement pour créer un système, mais on voit aussi que ce qui est collecté, ce sont des bouteilles en PET, parce que ça a de la valeur et ça peut être réutilisé. Qu'est-ce que vous avez regardé sur ces images, les bouteilles en plastique ou les hommes qui les portaient? J'ai regardé entièrement ce que vous m'avez montré. Ce qui est frappant, c'est surtout qu'ils ont des montagnes de plastique sur le dos et qu'on voit que cette industrie du recyclage en Tanzanie, elle n'est pas du tout mise en place. Ils ont des montagnes de plastique, mais ce que nous, on veut dire, c'est que c'est une ressource. Parce que pour vous, en fait, ces images, c'est de la ressource.
notre bouteille peut avoir une valeur. Toutes les bouteilles en PET peuvent avoir une valeur après leur vie, leur première vie. Quand vous voyez ces images, est-ce que vous vous dites pas, nous, Coca-Cola, on a fait une erreur en Tanzanie? Je n'aime pas voir les images, personne n'aime voir ces images. On sait qu'il y a une préoccupation sur le plastique et on met en place aujourd'hui un système pour y répondre. Est-ce que vous pouvez me dire, en Tanzanie, ce que vous avez mis en place concrètement? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez investi? Qu'est-ce que vous voulez développer pour qu'effectivement, on ne voit plus ces images? Je peux pas... On n'a pas encore lancé ce projet, mais on a des plans... Donc pour l'instant, vous n'avez rien investi? On n'a pas investi aujourd'hui. On est en train de monter le modèle en Tanzanie en utilisant ce qu'on avait fait en Afrique du Sud. Mais il faut revenir dans un an et on va voir ce qu'on a mis en place sur le terrain. Donc dans un an, il y aura quoi en Tanzanie? On va mettre en place le même genre de système. Donc il y aura une usine, il y aura... Dites-moi ce qu'il y aura. Il y a des systèmes de collecte et après il y a des systèmes de conversion, de reconvertir en matière recyclée qui peut être réutilisée. Coca-Cola vante un monde sans déchets, c'est le discours de votre PDG, M. Quincy. Est-ce qu'un monde sans plastique, d'après vous, c'est possible? Nous, on ne voit pas un monde sans plastique. On voit les avantages du plastique, la portabilité, l'impact carbone, mais on sait qu'il y a des effets néfastes et donc c'est pour ça qu'il faut mettre en place ce système pour le gérer correctement. Avec Coca-Cola, vous pourrez toujours savourer l'instant dans des bouteilles en plastique. Zéro déchet, ce n'est pas zéro plastique. Et les promesses de l'économie circulaire, on en est loin. Très loin. Pour conclure cette enquête, juste un chiffre. Depuis que vous regardez ce film, près de 13 millions de bouteilles en plastique ont été vendues par le groupe Coca dans le monde.